Bonsoir à tous et à toutes. Merci de votre présence. Il y a encore des participants qui vont nous joindre d'intervention de Thomas Coutreau. Je vais laisser la parole à Dominique Massuni pour engager notre intervenant, Thomas Coutreau. Dominique, à toi. Ah oui, je vais pas, je vais surtout laisser la parole à Thomas Coutreau. En tout cas, merci pour d'avoir accepté ce principe de masterclass. Ou en tout cas, rendez-vous maintenant assez régulier de l'ITMD. Le principe des masterclass, c'est d'entendre le point de vue sur le travail d'un observateur du monde du travail, d'un chercheur sur le monde du travail, d'un opérationnel ou d'un praticien. Voilà, ce principe existe maintenant depuis un an et demi. On l'a inventé après le Covid, en profitant des outils qui s'étaient développés après le Covid, permettant des rendez-vous comme ça à distance. On va passer 3 quarts d'heure de présentation pour Thomas et ensuite un temps de questions-réponses. On terminera à 20 heures. Voilà, je pense que certains d'entre vous sont déjà familiers de l'ITMD, donc ce n'est peut-être pas la peine que je reprenne la présentation de l'ITMD, qui est juste en 2 mots, cette association centrée sur les questions du travail et qui regroupe à la fois des syndicalistes, des chercheurs, des consultants et des opérationnels sur les questions du travail. Voilà, Thomas, je vous laisse la parole. Merci, merci de l'invitation. Et donc, je vais essayer de vous présenter. Et vous m'entendez bien là? Très bien. Oui, je vais essayer de vous présenter. J'ai quand même un petit peu de temps, donc c'est pas de pas aller jusqu'à 45 minutes parce que c'est quand même un peu long, mais c'est quand même de vous présenter l'état un peu de mes réflexions sur où on en est dans la question du travail et puis de sa crise, puisque on peut qualifier la situation comme une crise du travail. Et ma thèse, enfin ce que je vais essayer de mettre en discussion ce soir, c'est l'idée que nous avons plus spécifiquement une crise du consentement à la subordination. Alors, d'où je parle, moi je suis donc chercheur. Alors j'étais pendant 20 ans chef du département conditions de travail et santé à la DARES. Je suis économiste, statisticien, donc je me suis beaucoup occupé des enquêtes sur les conditions de travail et la santé au travail. Puis depuis 2 ans, j'ai pris ma retraite de la DARES et je suis chercheur associé à l'IRES, l'Institut de recherche économique et sociale, au service des organisations syndicales. Et donc, voilà, je suis un chercheur engagé, on va dire, puisque voilà, en tout cas dans mes activités de recherche, parce que bon, j'ai eu des activités professionnelles d'ordre statistique et d'animation d'études et de recherche, mais dans mes activités de recherche propres, j'essaie toujours de les mettre en lien avec des préoccupations de changement social, de transformation sociale, d'émancipation. Euh, alors, je vais partager la présentation que j'ai préparée. Si j'y arrive. Voilà, je pense C'est que parfait, vous la voyez là. tout à fait. Alors, voilà. Donc, je vais essayer de prendre un peu de recul hein, par rapport à la situation actuelle. Et pour ça, je vais m'appuyer sur des travaux que j'avais menés il y a déjà pas mal de temps, en fait, au moment de ma thèse, donc à la fin des années 90, que j'ai publié, travaux que j'ai publiés dans un bouquin, dans 2 bouquins d'ailleurs, l'un qui s'appelait L'entreprise néolibérale, nouvelle utopie capitaliste, qui date de 98, et un autre qui s'appelait Critique de l'organisation du travail, que j'ai publié début des années 2000. Euh, et bon, j'ai un peu continué à travailler sur ces sujets, mais de façon périphérique. Et là, je voulais y revenir un peu parce qu'il me semble que prendre un peu de recul et raisonner en termes un peu historiques,
historique et théorique sur la question de la mobilisation du travail. Ça permet peut-être de mettre en perspective les choses et de peut-être de voir où on en est aujourd'hui par rapport à une évolution historique de long terme. Alors, la conjoncture actuelle, on peut parler de crise du travail, me semble-t-il, avec une série de phénomènes convergents. Alors, une intensification du travail bien documentée par la statistique et par les enquêtes sociologiques, une montée des conflits éthiques, un sentiment de perte de sens du travail, bon, j'y reviendrai. Euh, du point de vue de la santé au travail et de la santé publique, de façon plus générale, une épidémie qui persiste, voire même qui se développe en ce qui concerne les TMS, les risques psychosociaux, les pathologies psychiques, avec des conséquences sur l'absentéisme au travail. Sur le marché du travail, depuis la crise Covid, une accélération d'un mouvement de démission, de difficultés de recrutement, de bifurcation professionnelle qui manifeste, selon moi, un refus individuel du mal-travail. Et puis, il y a aussi un refus collectif hein, qu'on a pu observé lors du mouvement des retraites l'an dernier. Donc voilà, une série de phénomènes qui manifestent, me semble-t-il, c'est l'hypothèse que je voulais développer ce soir, une crise du consentement à la subordination salariale, subordination qui est, vous le savez, au cœur du contrat de travail et de la relation salariale dans le système de production capitaliste que nous connaissons. Où un employeur embauche un salarié qui consent, moyennant rémunération, à suspendre son libre arbitre pendant l'exécution de la prestation de travail et à exécuter les consignes et les ordres que lui donne son employeur. Alors, cette relation de subordination, elle est, me semble-t-il, le consentement à cette relation, il est, me semble-t-il, en crise sur fond de deux tendances, deux grandes tendances euh, euh, socio-historiques contradictoires. D'une part, la montée du niveau d'éducation et des aspirations démocratiques. Donc, je ne développe pas ces points-là, mais voilà, c'est bien documenté à la fois qu'il y a une élévation, une massification de l'enseignement supérieur, une élévation du niveau de qualification moyen des travailleurs, et puis on va dire la montée de ce qu'Isabelle Ferreira s'appelle la grammaire de la justice démocratique, c'est-à-dire le fait que un, il y a un consensus social sur l'idée que les individus doivent participer aux affaires de la cité et doivent participer aux décisions qui les concernent. Et en même temps, dans le travail, dans le système productif, on a, je le rappellerai brièvement tout à l'heure, ce qu'on pourrait appeler une radicalisation du tournant gestionnaire lié à la financiarisation de l'économie qui s'est vraiment développée à partir des années 90 et au début des années 2000. Donc voilà l'hypothèse que je vais essayer de développer. Dans un premier temps, je vais revenir sur ce que j'appelle les régimes de mobilisation de la force de travail. Hein. C'est un concept que j'ai développé dans ma thèse et puis dans les bouquins qui ont suivi, et qui me semble heuristique pour décrire ce qui se passe aujourd'hui et relativement, comparativement à ce qui s'est passé dans l'histoire, dans la relation de travail. La deuxième partie va insister sur la question du sens du travail, qui émerge aujourd'hui comme une question politique importante, majeure. Et donc là, je vais m'appuyer sur les travaux que j'ai pu mener avec ma co-auteure Coralie Pérez dans un bouquin récent, Redonner du sens au travail, une aspiration révolutionnaire. Et puis ma dernière partie, bah, ça sera, disons, une partie plus politique hein, sur qu'est-ce que ces analyses théoriques et empiriques que je vais essayer de présenter nous disent sur les possibilités de développer des stratégies efficaces de changement social basées sur la question du travail. Alors, les régimes de mobilisation de la force de travail, c'est une configuration, on va dire, socio-organisationnelle de l'organisation des entreprises qui vise à conjurer la triple incertitude à laquelle sont confrontés les entrepreneurs, les employeurs, les capitalistes lorsqu'ils investissent et mettent en jeu du capital
pour le faire fructifier et le rentabiliser. Ils sont inévitablement confrontés à trois incertitudes dans un système économique capitaliste, qui sont une incertitude marchande. Est-ce que je vais réussir à vendre mes produits ou mes services à des prix qui me permettront de dégager un profit? Donc, pour résoudre cette incertitude marchande qui est liée à la concurrence, hein, sur les marchés, il va falloir que je développe une stratégie compétitive. Deuxième type d'incertitude, qui est lié à la mise en œuvre des moyens de production, et notamment du travail, c'est l'incertitude organisationnelle. Dans quelle mesure, bon, je vais acheter des équipements, des machines, des bâtiments, je vais acheter de la force de travail, je vais engager des salariés. Dans quelle mesure est-ce que je vais réussir à combiner tout ça pour produire efficacement les biens et les services que je souhaite produire? Et le troisième type d'incertitude, c'est l'incertitude sociale. Je mets ensemble un certain nombre d'individus, d'êtres humains, bon, des salariés. Ils vont nouer entre eux des relations, de la coopération, de la complicité peut-être. Ils vont nouer avec moi aussi des relations de collaboration, de coopération ou de conflictualité. Comment s'assurer que tout ça ne débouche pas sur des explosions, sur des conflits violents, et comment réguler ce système social qu'est l'entreprise et le système productif. Donc là, c'est le système de relations professionnelles à qui il incombe de régler cette question. Alors là, il y a bon, les économistes et les théoriciens de la gestion ont développé ce qu'on appelle la théorie de la contingence. C'est l'idée que il faut articuler de façon cohérente la stratégie concurrentielle, l'organisation du travail et les relations professionnelles. De façon cohérente, c'est-à-dire il faut que les solutions qu'on adopte pour résoudre une des trois incertitudes soient cohérentes avec les solutions qu'on adopte pour résoudre les autres types d'incertitudes. Alors, pour donner un exemple, si vous misez votre stratégie concurrentielle sur les prix les plus bas possibles, c'est difficile d'avoir une organisation du travail très complexe faisant appel à des qualifications élevées et coûteuses. Vous allez plutôt viser des organisations simples ou tayloristes avec une pression sur le coût du travail importante. Et puis, vous allez plutôt viser aussi des relations professionnelles plutôt autoritaires, visant à empêcher, à atomiser, disons, les collectifs de travail, à empêcher toute organisation collective. À l'inverse, si vous avez une stratégie basée sur l'innovation, vous allez plutôt avoir tendance à développer ce qu'on appelle une entreprise apprenante, j'y reviendrai, et à développer aussi de la négociation collective ou de l'intégration, des stratégies d'intégration individuelle des salariés à l'organisation. Voilà, donc c'est cette idée qu'il faut qu'il y ait de la cohérence entre les différentes manières de résoudre les incertitudes auxquelles sont confrontés les employeurs. Alors, du côté de l'organisation du travail, euh, quels sont les problèmes que pose l'organisation du travail? Donc, il faut diviser le travail, le prescrire, c'est-à-dire donner des consignes, etc., le coordonner les différents travailleurs et travailleuses qui participent à la production, et puis contrôler l'exécution du travail, des objectifs qui leur sont assignés. Et vous le savez, une des grandes difficultés auxquelles se confrontent les employeurs, c'est que, certes, ils peuvent prescrire l'organisation, mais une bonne partie de ce qui arrive réellement au niveau de la production, au niveau du terrain, leur échappe, hein. C'est ce qu'on appelle le travail réel, face aux aléas, à la variabilité des situations. La prescription n'est jamais suffisante, et donc les salariés doivent mobiliser ce que Christophe Dejour appelle, à la suite de Marx, le travail vivant, hein, c'est-à-dire l'intelligence individuelle et collective, la sensibilité, l'expérience, l'attention aux machines, aux autres, aux clients, etc. Et ça, c'est un enjeu évidemment d'incertitude majeure. Dans quelle mesure les salariés vont aller au-delà de la prescription et mobiliser réellement les, les ressources qui permettent de surmonter les limites inévitables de la prescription. Et donc, il y a cette nécessité de mobiliser la subjectivité, le travail vivant, et en même temps de maintenir la subordination. Et donc,
Si on donne trop libre cours, si l'organisation donne trop libre cours à l'autonomie, à la, à la responsabilité, donne trop de pouvoir d'une certaine façon aux individus et aux équipes, il y a un risque de mettre en danger la subordination, il y a un risque de transfert, enfin de prise de pouvoir d'une certaine façon par les collectifs de travail et qui pourrait amener à contester, être amené à contester soit la répartition de la valeur, soit même les finalités du travail. Donc, il importe pour les employeurs de préserver la subordination et donc de juguler le déploiement du travail vivant, ce qui se fait, on va le voir, par toute une série de techniques managériales bien, bien établies. Et Cornelius Castoriadis, le philosophe, alors post-marxiste, on peut dire, puisqu'il était très critique de Marx, euh, a écrit dans un texte important que cette contradiction entre la nécessité pour le capital de mobiliser l'intelligence des travailleurs et la nécessité de juguler en même temps cette intelligence, alors il ne parle pas de travail vivant, mais il parle d'intelligence, d'autonomie, d'initiative, eh bien, c'est pour lui la contradiction principale du capitalisme, hein. C'est là que se jouent aussi des marges de contestation de l'autorité patronale, de l'autorité des actionnaires. Et c'est là aussi que se jouent, selon Castoriadis, des possibilités de transformation du système. Euh, tout régime de mobilisation de la force de travail, là, je m'appuie plus sur une analyse, disons, tirée des écrits de Gramsci, hein, le célèbre marxiste italien. Tout régime de mobilisation de la force de travail se base sur un mixte de consentement et de coercition. Consentement pour mobiliser le travail vivant et coercition pour maintenir la subordination. Donc, dans tout régime de mobilisation, il y a un mixte des deux, mais il y a forcément un des aspects qui est prédominant par rapport à l'autre. Et là, c'est Michael Burawoy, un sociologue américain qui a écrit des choses très intéressantes sur ces sujets, qui distingue les régimes despotiques et les régimes hégémoniques. Donc, dans les régimes despotiques, enfin, ça c'est les termes de Gramsci qui sont repris par un Burawoy. Dans les régimes despotiques, c'est la coercition qui l'emporte. Dans le régime hégémonique, c'est le consentement qui prévaut sur la coercition. Alors, très rapidement, bon, bah, un des régimes de mobilisation décrits par Marx, peut-être le seul d'ailleurs que décrit Marx un peu en détail, c'est ce qu'il appelle le despotisme d'usine. Donc voilà, j'ai mis quelques traits caractéristiques de ce régime de mobilisation, des marchés plutôt concurrentiels, des stratégies d'intégration des salariés dans des politiques de paternalistes, souvent, pas toujours d'ailleurs, parfois aussi des stratégies très confrontationnelles, hein, avec un épuisement de la force de travail que décrit Engels dans La classe ouvrière euh, en Grande-Bretagne. Une organisation autoritaire du travail, ce que les sociologues euh, américains ont appelé le drive system, le système du commandement, et puis le tout contrôlé par l'existence d'une armée de réserve, comme disait Marx, qui permet de discipliner, d'exercer une pression extérieure qui garantit la discipline des travailleurs dans les entreprises. Pardon. Le régime fordiste qui a émergé, disons, aux alentours de la Seconde Guerre mondiale, est davantage un régime hégémonique, donc qui repose davantage sur les mécanismes de consentement, avec une protection relative des marchés nationaux, l'affirmation d'un certain pouvoir social du salariat, avec un syndicalisme, parfois de métier, parfois un syndicalisme de classe, mais dans tous les cas, une existence d'une négociation, d'un système de négociation collective, d'un droit social, de politiques de plein emploi qui affaiblissent, disons, le contrôle par l'armée industrielle de réserve que j'évoquais à l'instant, mais quand même des mécanismes de dualisme, de dualisation ou d'emploi, de marché secondaire de l'emploi qui ont été décrits par les théoriciens de la segmentation selon des lignes liées au sexe ou à l'origine ethnique qui permettent de diviser
le salariat et éventuellement de réserver des emplois de moins bonne qualité à certaines catégories de ce salariat. Le régime Fordiste se base sur l'organisation dite scientifique du travail, donc le taylorisme et le Fordisme. Je ne reviens pas sur les principes de cette organisation, essentiellement la séparation rigide entre la conception et l'exécution des tâches. Ce que le sociologue Jean-Daniel Reynaud a appelé la régulation de contrôle, mais régulation de contrôle qui se confronte et qui compose, c'est ce qui fait le caractère hégémonique de ce régime, avec une régulation autonome portée par les collectifs de travail qui élaborent leurs propres règles et sont en mesure de s'appuyer sur ces règles pour, dans une certaine mesure, euh, 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 peser, avoir une certaine influence sur l'organisation quotidienne de leur travail. Alors, chez les chercheurs en psychologie ou psychodynamique du travail, il y a différents termes pour désigner ces mécanismes de régulation autonome. C'est l'activité déontique chez Dejour, le genre professionnel chez Clos, ou la renormalisation chez Schwartz. Mais c'est cette idée que les collectifs de travail produisent des règles, des normes de façon autonome par rapport à la prescription, par rapport au management, et que celui-ci doit composer dans une certaine mesure avec ces régulations. Un autre type de régime, le toyotisme, donc qui est né au Japon dans les années 50, et qu'on peut appeler aussi lean originel, puisque le lean management au départ, c'est la lean production, plutôt c'est le système Toyota, le TPS, le Toyota Production System, qui repose, donc vous le savez bien, sur les principes du juste à temps, de la polyvalence qualifiante, c'est-à-dire c'est pas simplement une polyvalence déqualifiée, mais il y a aussi des tâches, par exemple, d'autocontrôle qui sont allouées aux opérateurs. Un syndicalisme maison, je qualifierais de collectif subordonné, c'est-à-dire qu'on n'a pas de beaucoup moins de régulation autonome comme les sociologues que j'évoquais tout à l'heure ou les psychologues pouvaient le décrire, mais un syndicalisme et des groupes, par exemple les cercles de qualité, qui sont directement, euh, dont l'activité est directement finalisée par les objectifs du management. Et puis, à travers différentes procédures comme le Kaizen ou l'Andon, donc la possibilité pour les opérateurs d'arrêter le travail dès qu'ils perçoivent un problème de qualité, finalement une certaine participation des salariés à l'élaboration des normes qui vont organiser leur travail. Donc, dans ma thèse, je développais l'idée d'un régime néolibéral, reprenant l'idée de Michael Burawoy d'un despotisme de marché qui était rendu possible par la libéralisation des marchés financiers et la financiarisation des entreprises à partir de la fin des années 80 et des années 90, et qui a donné lieu finalement à l'instauration d'un nouveau système d'entreprise caractérisé par alors, ce que Alain Supiot appelle la gouvernance par les nombres, avec des normes qui s'imposent aussi bien sur le marché des capitaux, sur le marché des produits et sur le marché du travail. Alors, la norme d'employabilité, ce n'est pas une norme quantitative, hein, mais par contre, les normes de rentabilité, les normes de compétitivité, c'est bien des attentes euh, chiffrées établies par les acteurs financiers et les investisseurs. Et puis, un mouvement massif de mondialisation des chaînes de valeur avec bon, trois caractéristiques principales. Un mouvement de restructuration permanente de ces chaînes de valeur, d'optimisation permanente visant à répondre à la pression des marchés financiers, à l'obtention de rendements croissants ou en tout cas constants. Un mouvement de standardisation et de codification des savoirs qui s'appuie sur ce que j'évoquais tout à l'heure, sur la nécessité de contrôler le déploiement du travail vivant et de le cantonner disons, au strict minimum. Et dans ce domaine, l'usage des technologies numériques est absolument
est absolument déterminant. Et puis, une segmentation, une polarisation des qualifications tout au long de ces chaînes de valeur qui aboutit d'ailleurs aussi à ce qu'on a pu constater au niveau macroéconomique, euh, une dualisation des systèmes d'emploi avec une augmentation du nombre d'emplois très qualifiés et une augmentation aussi du nombre d'emplois très peu qualifiés et une diminution relative des emplois de qualification moyenne. Alors tout ça donne ce schéma, c'est ce que j'ai appelé la firme néolibérale en réseau, où on articule en fait plusieurs régimes de mobilisation de la force de travail selon le niveau où on se place dans la chaîne de valeur. Donc tout en haut de la chaîne de valeur, ce qui domine, donne l'impulsion et les objectifs et qui contrôle l'atteinte des objectifs, ce sont les acteurs des marchés financiers dérégulés, et notamment les agences de notation et les cabinets de conseil en investissement pour les investisseurs financiers. Euh, Ensuite, au premier niveau des entreprises, donc quand on passe au système productif lui-même, au premier niveau, on a ce qu'on peut appeler une entreprise apprenante. Donc, ça va être la tête de holding, si on veut, ou la tête de groupe, qui va se charger de la conception ou des politiques commerciales, disons, de ce qui est stratégique du point de vue de la détermination de la stratégie de compétitivité. Ensuite, au niveau inférieur, on va avoir des établissements soit liés à l'assemblage, soit liés à la relation client, front office, qui vont être organisés selon des méthodes que j'ai appelées là ici le lean procédural, je vais y revenir tout de suite. Et puis, au niveau inférieur de la pyramide, de cette firme en réseau, des sous-traitants avec une organisation du travail néo-taylorienne. Voilà un peu le schéma dans la firme néolibérale en réseau, libérale en réseau qui s'est comment dire, généralisé à partir du début des années 2000, enfin fin des années 90, début des années 2000, et ce qui correspond à ce que, par exemple, Christophe Dejour appelle le tournant gestionnaire, hein, qui est lié à la prise de pouvoir de la finance sur le système productif. Alors, donc, l'entreprise apprenante au sommet de la pyramide, c'est une entreprise qui fonctionne par projet, donc les projets éphémères, bon, vous connaissez bien l'organisation par projet, où du point de vue de l'organisation du travail, une certaine autonomie professionnelle est concédée aux salariés qui sont en général très qualifiés, hein, parce que évidemment l'objectif de l'entreprise apprenante, c'est de produire les innovations, produits ou marketing ou de services qui vont permettre à l'entreprise de dégager, disons, des avantages compétitifs. Euh, dans une certaine mesure, l'organisation repose sur l'auto-organisation des équipes, alors évidemment avec des hiérarchies et des objectifs fixés par en haut, mais une capacité quand même une certaine souplesse dans la prescription et la participation des salariés, donc je le répète, très qualifiés, à l'organisation de leur travail. Et puis on a, alors du point de vue des relations professionnelles, on a des syndicats qui sont peu présents ou peu actifs et une très forte individualisation de la relation salariale avec notamment des incitations financières individuelles. Au second niveau, donc ce que j'appelais le lean procédural, qui est donc nominalement, ça ressemble, enfin, le terme de lean rappelle ce que j'évoquais tout à l'heure avec le toyotisme, mais en fait, c'est une version tout à fait, c'est une version occidentalisée, si vous voulez, du système japonais, où la dimension participation des salariés à la prescription de leur travail est considérablement affaiblie, et où on a un management beaucoup plus vertical avec une mise en procédure du travail auquel les salariés participent fort peu. Et donc une standardisation des tâches, euh, une certaine polyvalence, mais sur des tâches de complexité limitée, une autonomie opérationnelle au sens une autonomie, une possibilité par exemple, de changer l'ordre des tâches voilà, mais une autonomie limitée à des objectifs strictement, comment dire, euh, des ajustements de court terme, une généralisation donc des process, hein, les fameuses procédures portées notamment par
par les technologies du numérique, comme les ERP, etc. Des systèmes de reporting en continu qui permettent au niveau supérieur et à l'industrie financière de monitorer, comme on dit, en continu la performance, et notamment la performance financière. Et puis des politiques de gestion du personnel qui aboutissent à développement de l'intérim de façon massive, développement des CDD, développement de la sous-traitance de façon très importante, et une désyndicalisation relative. Alors, dans ces entreprises du lean procédural, les syndicats restent présents, restent actifs, et en France, parfois avec une capacité, disons, d'action et de conflit non négligeable, mais bon, ils sont quand même très affaiblis par un phénomène de désyndicalisation. Et puis au niveau inférieur de la pyramide, on a donc le néotaylorisme digital, donc là, une standardisation très poussée des tâches, une déqualification, un travail répétitif très normé. Là encore, généralisation des process, reporting continu, ça c'est des systèmes qui s'imposent à tous les niveaux de la pyramide de l'entreprise en réseau. Et puis, là encore, une précarisation et une désyndicalisation, encore une désyndicalisation là beaucoup plus poussée ou en tout cas une absence de syndicat plus poussée que dans le niveau du lean procédural. Alors, dans ce contexte, pourquoi la question du sens du travail apparaît comme une question clé, une question qui, qui potentiellement déstabilise cet édifice que je viens de vous décrire alors, dont il faut quand même souligner l'efficacité, parce que les performances de ces firmes néolibérales en réseau euh, sont remarquables du point de vue qui est le leur, qui est celui de la rentabilité financière. On a un système productif qui dégage pour les têtes de groupe, les grands, pour les holdings ou les têtes de groupe, notamment celles qui sont cotées en bourse, qui sont très majoritaires, dégagent une rentabilité historiquement très élevée. Les retours des ROI de l'ordre de 10 à 15% d'une façon régulière et permanente, donc des performances financières qui sont globalement tout à fait satisfaisantes, avec, et malgré tout, les conséquences que j'ai évoquées au début sur le travail qui sont bien moins positives. Alors, cette question du sens du travail, elle émerge. Alors, je vais essayer de revenir rapidement sur donc les travaux que j'ai menés avec Coralie Pérez sur cette question, notamment dans le bouquin sur le sens du travail. Euh, le travail, donc, vous le savez, c'est une activité de transformation à la fois du monde matériel, du monde social. On produit des normes, des règles, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, mais aussi du monde intérieur. On se transforme soi-même quand on travaille. On peut soit développer ses capacités, ses compétences, son intelligence, sa sensibilité, soit au contraire les voir s'atrophier du fait d'une organisation trop rigide. Et donc ces trois dimensions de la transformation par le travail mettent en jeu trois enjeux de sens. L'utilité sociale, est-ce que les transformations que mon travail apporte dans le monde matériel sont permettent de satisfaire des besoins des clients, des usagers, voilà, des besoins de la société. La deuxième dimension, c'est la cohérence éthique. Est-ce que la manière dont je travaille me permet de respecter les normes professionnelles, les normes du groupe, ou même les normes simplement éthiques générales? Et puis, est-ce que je peux me développer en tant qu'individu, en tant que professionnel, grâce à l'organisation de mon travail? Au contraire, est-ce que je suis plutôt, mes capacités sont plutôt amputées, atrophiées par une organisation excessivement rigide? Et avec le tournant gestionnaire, avec donc la généralisation de l'entreprise néolibérale en réseau, bien le sens du travail est attaqué dans ces trois dimensions. Le sentiment d'utilité sociale est attaqué par le fait que l'objectif majeur de l'entreprise, qui est en général, alors bien sûr, il y a des tentatives maintenant de mettre en avant la mission de l'entreprise, mais quand même globalement,
l'essentiel des décisions, et tout le monde le constate au quotidien, est déterminé par la nécessité de maximiser la valeur pour l'actionnaire. Et ça, c'est quand même difficile pour un salarié, en tout cas un salarié de base, de s'identifier, de trouver que c'est utile socialement de maximiser la valeur pour l'actionnaire. Donc il y a un vrai problème là de légitimation de ce but assigné aux entreprises d'aujourd'hui. La cohérence éthique, bon, ben, elle est affectée parce que Yves Clos, je reprends le terme d'Yves Clos, a appelé le travail empêché, donc les conflits de valeurs, les conflits éthiques qui se développent à l'occasion du travail, notamment par j'y reviens tout de suite, hein, sur le fait que les objectifs chiffrés assignés au travail ne correspondent pas toujours et même pas souvent à ce qui est jugé comme important par les salariés dans leur travail. Et puis la capacité de développement, elle est amputée par ce que j'évoquais à l'instant, la standardisation des tâches, l'emprise des process qui tendent à réduire les marges de manœuvre et à mettre et à développer disons, des formes de bureaucratisation du travail, parfois assez envahissantes. Donc cette perte de sens du travail, elle est évoquée par toutes sortes de travailleurs dans les entretiens qu'on peut avoir ou dans les enquêtes qu'on peut mener, les enquêtes statistiques qu'on peut mener. Elle est développée, elle est exprimée par toutes sortes de travailleurs, mais on peut sans doute dire que, enfin on peut même montrer qu'elle est plus forte, cette perte de sens, elle est ressentie plus fortement dans les grands groupes, hein, où le tournant gestionnaire a marqué le plus fortement dans les grands groupes et dans leur réseau de sous-traitants, hein, parce que bien entendu, les sous-traitants ne sont pas à l'abri de ce tournant gestionnaire. Dans les services publics, alors dans les grands groupes, ce qui va surtout être affecté, probablement, c'est, enfin, même on peut le montrer, c'est le sentiment d'utilité sociale, hein, avec cette obsession de la valeur pour l'actionnaire. Dans les services publics, ce qui va être mis en cause, c'est la cohérence éthique, c'est-à-dire qu'on a un travail utile, on le sait, quand on est enseignant, quand on est soignant, quand on est magistrat, on a un travail qui évidemment est utile, mais qu'on ne peut pas faire dans des conditions satisfaisantes, un travail dans lequel on ne peut pas se reconnaître. Et donc, la perte de sens, là, elle va surtout affecter la cohérence éthique. Et puis, au niveau lean, au niveau néo-taylorien, c'est là où la mise en procédure, la standardisation, la déqualification des tâches est la plus avancée. Et là, c'est la capacité de développement qui va être la plus fortement atteinte. Donc, vous voyez, euh, différents aspects du sens peuvent être affectés différemment selon le type, enfin selon le niveau où vous vous situez dans le système productif, mais on a un problème euh, euh, assez commun à ces différents niveaux de l'entreprise néolibérale. Alors, juste quelques données chiffrées pour illustrer ce lien entre management par les chiffres et perte de sens. Donc ça, c'est une étude qu'on avait menée pour la DARES à partir de l'enquête conditions de travail de 2016. Et on a pu mesurer le lien entre le rythme des changements organisationnels. Donc la question posée aux salariés, c'est avez-vous connu au cours des 12 derniers mois un changement important dans votre travail, que ce soit un changement technologique, changement organisationnel, restructuration, changement de direction, etc. Donc on listait plusieurs changements. Et on voit que plus les salariés signalent avoir connu un changement important, et certains salariés ont connu 3 changements, voire plus, au cours des 12 derniers mois. Et plus le nombre de changements cités est important, et plus les salariés sont nombreux à ne pas trouver de sens à leur travail. Alors là, je ne développe pas sur la mesure du sens du travail. J'ai choisi de faire l'impasse sur la manière dont on a statistiquement mesurer le sens du travail à partir des enquêtes sur les conditions de travail. Je pourrais y revenir s'il y a des questions. C'est exposé un peu en détail dans le bouquin. Euh, autre indicateur de ce management par les chiffres, évidemment les objectifs chiffrés, hein. Donc on a une question dans les enquêtes sur les conditions de travail. Est-ce que vous devez atteindre des objectifs chiffrés précis? Et on a, je crois, 35% des salariés qui répondent oui. Et vous voyez, ces salariés ont tendance à trouver nettement moins de sens à leur travail que les autres. Donc on peut documenter, enfin, bon, on a aussi un résultat similaire
pour la sous-traitance, les salariés en sous-traitance trouvent moins de sens à leur travail. Donc on peut voilà, établir de façon assez précise un lien entre le management par les chiffres et la perte de sens du travail. Alors, j'ai dit que le régime néolibéral était un succès du point de vue de ses objectifs de rentabilité financière. Malgré tout, c'est quand même un système assez instable. Alors, instable, on l'a vu évidemment avec la grande crise financière de 2008. Crise financière qui a été conjurée depuis par une création monétaire absolument colossale, impulsée par les banques centrales. Donc on a un système aujourd'hui qui vit largement sous perfusion des banques centrales, hein, qui ont stabilisé la sphère financière grâce à des injections extrêmement massives de capitaux, hein, parce que l'expression quoi qu'il en coûte, a utilisé d'abord avant d'être utilisée par le président Macron, a été utilisée par le président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, en 2011, lorsque la BCE s'est mise à soutenir massivement les marchés par la création monétaire. Bon. Euh, En même temps, le système continue à développer des inégalités, puisque la rentabilité financière, bah, elle se fait au détriment de l'égalité dans la distribution des revenus. Donc un développement des inégalités de revenus et de patrimoine, un développement de l'insécurité sociale avec les politiques de précarisation du travail. Je ne reviens pas sur les crises, le développement des crises écologiques et géopolitiques, l'instabilité globale que nous connaissons aujourd'hui. J'ai déjà parlé de d'épidémie de pathologies professionnelles liées à ces formes d'organisation et à cette perte de sens du travail. Et puis une crise démocratique dont je n'ai pas non plus besoin de vous rappeler l'acuité vu la situation actuelle dans notre pays. Alors juste pour documenter un peu plus précisément ces éléments, la crise de santé publique en lien avec le sens du travail, là c'est un graphique que je reprends de notre ouvrage, c'est le lien entre la perte de sens du travail et les symptômes dépressifs, hein. Donc un indicateur assez précis de pathologie psychique. Ben, vous voyez que là, en rouge, c'est les salariés, c'est le risque dépressif des salariés dont le travail a eu son sens entre les deux enquêtes que nous avons utilisées entre 2013 et 2016. Donc globalement, on a à peu près 7 à 8% des salariés dont on voit que leur situation psychique, que leur santé psychique s'est fortement dégradée entre 2013 et 2016. Donc, ils ont contracté un symptôme dépressif hein, avec les indicateurs de santé psychique que nous fournit l'enquête. Mais cette proportion est 2 fois plus élevée pour les salariés qui ont connu une forte dégradation du sens de leur travail. Et cette dégradation, elle est aussi importante pour les cadres que pour les ouvriers. Donc, les ouvriers trouvent un peu moins de sens à leur travail. J'ai pas le temps de développer ce point-là, mais quand ce sens du travail est attaqué, les conséquences pour leur santé psychique sont tout aussi importantes que pour les autres catégories plus qualifiées. Euh, je vais, je vais insister là sur une dimension qui est beaucoup moins connue, c'est le lien entre le management par les chiffres, euh, le lean management ou le management néo-taylorien et la crise démocratique. Alors ça, je reprends des résultats d'un document de travail de l'IRES que j'ai publié il y a quelques semaines qui s'appelle le bras long du travail, dans lequel je rapproche les données sur les conditions de travail des enquêtes donc du ministère du Travail et les résultats électoraux aux élections présidentielles de 2017 au premier tour et aux élections européennes de 2019. Et ce que j'ai pu constater, mais ça c'est, il y a pas mal il y a déjà pas mal d'études dans la littérature scientifique internationale qui avaient déjà montré des choses similaires, mais j'ai pu le constater, c'est la première fois que c'est établi pour le cas de la France, que l'abstention est fortement associée au manque d'autonomie dans le travail. Là, vous avez sur ce graphique, ben, en rouge, c'est les communes ou les salariés interrogés dans l'enquête
disposent de très peu d'autonomie. Anvers, c'est les communes où les salariés disposent le plus d'autonomie. Et eh bien, voilà, la proportion de salariés dans des communes abstentionnistes décroît fortement avec l'autonomie au travail. Plus l'autonomie au travail est importante, et plus l'abstention diminue. Ça aussi bien en 2017 qu'en 2019. Alors ça s'explique. Bon, je n'ai pas le temps de développer les modèles théoriques qui sont derrière, mais pour aller vite, c'est un modèle sociologique qu'on peut appeler le modèle de la contamination, hein. C'est l'idée que ce qui se passe dans notre travail, les rapports sociaux qui se nouent dans la relation de travail, euh, et en particulier du côté des capacités d'initiative, des capacités d'autonomie et des capacités d'expression des salariés sur leur travail, vont avoir un impact sur leur ethos politique, leur compétence démocratique hors du travail. Autrement dit, si vous êtes soumis à un travail ultra répétitif dans lequel vous n'avez aucune marge de manœuvre et dans lequel vous vous sentez impuissant, vous allez avoir tendance à considérer que, en général, dans la société et dans la sphère politique, ben, vous n'avez pas de pouvoir. Vous êtes tout aussi impuissant, et donc vous allez vous désintéresser plus facilement du système électoral, de la participation aux élections. Ça, c'est ce phénomène euh, bien documenté. Alors, euh, pas tellement en sociologie politique, malheureusement, il y a peu de travaux de sociologie politique là-dessus, mais en, en psychologie sociale, il y a quand même des travaux qui ont démontré ça. Autre aspect de ce bras long du travail, là, c'est donc ce que j'évoquais par rapport à la capacité d'expression dans le travail. On a dans l'enquête une question sur: est-ce que vous avez la possibilité de discuter de votre travail lors de réunions organisées, donc des réunions formelles de discussion sur le travail. On a 45% des salariés qui répondent oui, je peux discuter de mon travail dans le cadre de réunions organisées. Et vous voyez que dans les communes qui votent majoritairement pour le Rassemblement national, la proportion de salariés qui ont accès à cette possibilité est beaucoup plus faible, alors qu'elle est plus importante dans les communes qui ont soit voté pour les listes centristes, macronistes, ou pour les listes de gauche, notamment de gauche socialiste ou vert. Donc là encore, la capacité, ce qui se passe dans la relation de travail, notamment cette possibilité de s'exprimer sur son travail, joue un rôle important dans les comportements citoyens hors du travail. Et j'en viens à mon troisième et dernier point, c'est la question de la stratégie de transformation sociale. Et là, la question clé et qui illustre ce graphique, me semble-t-il, c'est la question du pouvoir d'agir, et notamment du pouvoir d'agir dans le travail, dont je viens de montrer qu'il avait des conséquences politiques et sanitaires tout à fait majeures. Euh, et là, dans ce graphique, on voit qu'il cherche à illustrer le fait que les changements dans le travail peuvent avoir un impact tout à fait différent sur le sens du travail selon la manière dont ils ont été menés. On a demandé aux salariés, qui ont connu un changement, donc à peu près 40%, 45% de salariés qui déclarent avoir connu un changement, on leur a demandé: est-ce que vous avez été informés à l'avance sur ce changement? Est-ce que vous êtes bien informés sur ce changement? Est-ce que vous avez été consultés sur ce changement? Et est-ce que vous avez eu une influence sur la mise en œuvre de ce changement? Autrement dit, est-ce que vous avez été écoutés? Et là, vous voyez que la question du sens du travail est complètement déterminée enfin en lien avec le changement, hein, complètement déterminée par le mode de conduite du changement. Les salariés qui n'ont pas été informés sont 50% à trouver que leur travail n'a pas de sens. Le fait d'avoir été informé améliore la situation, mais le fait d'avoir été consulté mais pas écouté est plutôt négatif. Et il vaut mieux ne pas consulter que de consulter sans écouter. Et puis évidemment, tout à droite, en vert clair, c'est les salariés très minoritaires, ils sont seulement 16%, euh, m- m- mais qui ont le sentiment d'avoir pu influencer le changement.
et ceux-là sont dans la meilleure situation par rapport à la possibilité de trouver du sens dans leur travail et aussi par rapport à d'autres indicateurs comme la santé psychique, l'absentéisme, etc. Donc là, c'est vraiment la question du pouvoir d'agir sur son travail qui apparaît comme déterminante pour le sens et la santé mentale. Donc du coup, les stratégies de transformation, bah, c'est la question de renforcer le pouvoir d'agir sur le travail. Et dans les différentes dimensions du système des régimes de mobilisation que j'évoquais tout à l'heure, celle sur laquelle évidemment les acteurs sociaux, alors évidemment les employeurs pourraient agir sur les stratégies de compétitivité et les modes d'organisation du travail, mais bon, agir directement. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que, alors en particulier en France, mais on peut le constater aussi à l'échelle internationale, mais il y a c'est encore plus marqué en France, les employeurs euh, ne souhaitent pas transformer la manière dont ils organisent les entreprises et considèrent que c'est leur prérogative exclusive et qu'ils n'ont pas à en discuter ni avec les partenaires syndicaux, ni avec les pouvoirs publics. Et donc, voilà, le levier actionnable, en tout cas pour les mouvements sociaux, dans ce système, c'est le levier des relations professionnelles. Et donc là, je m'appuie évidemment sur des expériences menées par différentes organisations syndicales hein, qui tentent depuis maintenant une quinzaine d'années, on peut dire, de redynamiser leur action en partant du travail réel. Je vais y revenir très rapidement. Ce qui pourrait déboucher sur des changements institutionnels dans les relations professionnelles, ce que j'ai appelé ici instituer le mot à dire sur le travail. Et puis l'objectif à terme, ce serait de constituer un sujet politique de la transformation du travail. Je reprends ce terme d'un article de Bruno Trentin qui parlait de cette question du sujet politique de la transformation du travail. Alors, bon, redynamiser l'action syndicale en partant du travail réel, bah, il s'agit peut-être d'abord de s'appuyer sur la recherche et sur les analyses des sociologues, des économistes pour qualifier la situation, mettre des mots sur les mots, si on peut dire. Donc, voilà, je reprends les termes que j'ai utilisés, despotisme actionnarial ou gestionnaire, management par le chiffre, dépossession du pouvoir d'agir, perte de sens du travail, pathologie de la domination. Voilà, mettre des mots sur les situations pour pouvoir mieux les comprendre. Et puis, à partir de là, évidemment, essayer de nouer des alliances. Alors, on a toute une série d'expériences d'alliances entre des équipes syndicales et des chercheurs qui ont cherché donc à mettre en place des enquêtes actions, à mener des formations syndicales qui équipent les militants syndicaux pour aller à la recherche de la parole des salariés sur leur travail et sur leur travail réel, hein, et donc des ressources pour faire des propositions et créer des mobilisations, créer un point de vue collectif des salariés sur leur travail qui puissent permettre de développer des propositions et des mobilisations susceptibles de transformer les situations à partir de la base. Je renvoie pour cette stratégie syndicale au travail de Philippe Davzy, qui est de loin, me semble-t-il, le chercheur qui a le plus à la fois réfléchi et agi en ce sens, et en particulier à son article de 2022 sur les défis de la formation des acteurs syndicaux, parce qu'il a beaucoup travaillé en lien avec des équipes syndicales, à expérimenter des formations qui permettent d'équiper les militants syndicaux pour mener ce type de, de stratégie. Alors, du point de vue politique, hein, du point de vue, disons, des transformations institutionnelles qu'il faudrait mettre en discussion, ce que j'ai appelé là instituer le mot à dire sur le travail. Alors, on parle aujourd'hui beaucoup, les organisations syndicales demandent d'ailleurs au patronat de négocier sur la mise en place d'un dialogue professionnel qui viendrait compléter le dialogue social institué, un dialogue professionnel dans lequel les salariés seraient acteurs eux-mêmes et participeraient donc en s'exprimant sur leur travail et en discutant avec le management à partir de leur expérience de travail réel. Alors là, on essaie dans le bouquin de spécifier un peu ce qu'on entend, enfin, les formes qui nous paraîtraient
les plus appropriées pour dans ces stratégies de transformation sociale, et en tirant aussi le bilan de différentes expériences, dont les lois Auroux. Jean Auroux a dit à plusieurs reprises que, notamment la loi sur l'expression des salariés, s'était heurtée, alors certes, à l'hostilité du patronat, à l'hostilité ou à l'indifférence de la plupart des organisations syndicales, hormis la CFDT. Bon, de ce point de vue-là, alors du point de vue de l'hostilité du patronat, la situation n'a pas changé, mais du point de vue de l'hostilité des syndicats, je pense qu'elle a pas mal évolué, la situation, puisqu'aujourd'hui, la plupart des syndicats sont demandeurs de ce dialogue professionnel et de ces espaces de délibération sur le travail. Alors, ce qui nous semble important, et Jean Auroux l'a dit à plusieurs reprises, c'est que ces espaces de délibération ne soient pas à la main du management, mais soient des espaces d'horizontalité et de libre discussion entre collègues, par exemple une demi-journée par mois, animés par des élus de proximité, de façon à ce qu'il y ait quand même une animation faite par des élus formés pour cela, d'où le rôle essentiel de la formation des élus et de la formation syndicale. Discussion qui porterait sur le travail, son organisation, ses finalités, ses conséquences sociales, sanitaires, économiques, écologiques, puisque de plus en plus cette question-là vient sur le devant de la scène des préoccupations des citoyens et des salariés. Bon, et donc, aboutissant à la formulation de propositions concrètes, opérationnelles, détaillées, auxquelles les managers seraient tenus d'apporter une réponse, qu'elle soit positive ou négative, mais en tout cas d'apporter une réponse formelle, à charge évidemment euh, pour les élus du personnel d'utiliser ces réponses positives ou négatives lors d'éventuels problèmes liés, enfin, que ce soit les accidents du travail ou des maladies professionnelles qui pourraient découler de la non mise en œuvre de ces propositions et engager la responsabilité pénale de l'employeur. Donc vous voyez que là, il y a des propositions qui sont de nature à rééquilibrer les pouvoirs de décision, à redonner du pouvoir d'agir aux salariés et aux collectifs de travail sur l'organisation du travail. Et puis, donc, constituer un sujet politique de la transformation du travail. Donc, cette stratégie visant à reprendre la main sur le travail à la fois par des expériences, des actions syndicales et par des transformations institutionnelles. La démocratisation de la gouvernance, on parle aujourd'hui dans le programme du nouveau Front populaire, il y a une proposition euh, sur la codétermination, avec l'idée de mettre 30% de représentants des salariés dans les conseils d'administration et 50% dans les grandes entreprises. Ce serait un pas intéressant. Euh, il faudrait aussi, nous semble-t-il, élargir la délibération, notamment, alors aussi bien au niveau du travail concret qu'au niveau de la gouvernance, aux parties prenantes impactées par l'activité et par le travail, hein, notamment les collectivités locales, les associations de riverains, les ONG de défense de l'environnement. Donc, à dépasser la simple codétermination pour aller vers une véritable socialisation des décisions stratégiques et des décisions concernant les finalités et l'organisation du travail. Tout ça pour dire que le travail devrait se constituer, nous semble-t-il, en une question politique majeure. Voilà, donc j'en ai terminé. Quelques éléments, alors juste la référence au bouquin. Une brochure élaborée par des militants de la CGT autour de la démarche revendicative à partir du travail. Je- Cette brochure, elle est extrêmement intéressante et très peu connue, y compris de beaucoup d'ergonomes, d'intervenants en santé-travail. Donc, je me permets de recommander sa lecture. Et puis, je vous renvoie aussi au site de l'association des ateliers Travail et Démocratie que j'anime avec un certain nombre de collègues chercheurs, syndicalistes et intervenants en santé-travail et qui vise justement à mettre en débat la question du travail comme une question politique. Bah, je vous remercie de votre attention. Merci, Thomas Couture. Une petite. C'est le temps de la discussion, Ouais. de l'échange. On a du temps, on a environ une demi-heure. Je pense que ça peut susciter beaucoup de questions, en tout cas
Moi, j'en ai une en premier pour lancer le débat, mais sans monopoliser la parole, mais qui est ce que vous voyez, parce que effectivement, les axes, je pense qu'on est assez phase avec les axes que vous définissez, mais est-ce que vous voyez des initiatives locales qui peuvent euh, après faire tache d'huile en quelque sorte, ou en tout cas faire exemple, donner envie d'être reproduite ailleurs? Oui, oui, je Oui, réponds tout de oui, suite. Je réponds tout de suite. Oui, c'est oui, vrai. oui. Ah oui, je comprends. Alors, À moins que vous souhaitiez que Quentin pose une deuxième question. c'est comme vous voulez. Allez, C'est comme vous Quentin, voulez. vas-y, Vas-y, Quentin. Jean-Pierre. Non, bah, je peux répondre brièvement. Alors, il y a un certain nombre. Alors, sur le site des ateliers Travail et Démocratie, on a fait l'effort d'essayer de collecter un certain nombre de témoignages de syndicalistes qui ont mis en œuvre voilà, cette démarche de construction de la revendication syndicale à partir du travail réel, avec des résultats souvent très intéressants en termes de mobilisation, de syndicalisation et parfois même de transformation des conditions de travail. Euh, et il se trouve que là, en ce moment, avec Coralie Pérez et d'autres collègues sociologues, nous sommes en train de mener une recherche pour la CGT qui nous a demandé de mener cette recherche dans le cadre de l'IRES, donc l'Institut de recherche économique et sociale. Nous sommes en train de mener une recherche sur la mise en œuvre par un certain nombre d'équipes syndicales. Donc on a une quinzaine d'équipes syndicales dont on est en train qu'on est en train d'interroger et dont on est en train d'analyser les expériences pour finalement essayer d'évaluer les méthodes qui ont été mises en œuvre et leur impact, et peut-être de contribuer au débat sur la montée en généralité de ce type de stratégie syndicale, parce qu'on voilà, on peut dire que sans comment dire, tuer le suspense, on peut dire que quand même la plupart des expériences euh, sur lesquelles on peut enquêter montrent une véritable redynamisation du travail syndical, hein, à partir du moment où il s'intéresse enfin, très systématiquement et concrètement à ce que font vraiment les salariés dans leur travail, hein, ce qui est quand même un changement assez important, hein, pour les militants syndicaux qui ont souvent euh, soit pas le temps, soit pas les moyens, soit pas les ressources, soit pas l'idée d'aller enquêter auprès des salariés pour comprendre ce qui se passe vraiment dans leur travail. Et là, il semble que ce soit vraiment des pistes intéressantes de renforcement du pouvoir d'agir syndical. Et malheureusement, par contre, ce sont des initiatives encore très minoritaires dans le mouvement syndical. Quentin, toi, la parole. Merci beaucoup, Thomas. C'était très, très intéressant et ça m'appelle à plein de questions, mais je vais centrer sur deux et on va laisser la parole après peut-être. C'est par rapport à la manière dont tu exposes la crise de la subordination, je le, je l'entends plus processuel, hein, comme une dégénérescence plutôt, mais qui appelle à une bifurcation que tu exposes sur la fin. Et moi, je me demandais d'une part si cette bifurcation était irrémédiable, ou si tu considères qu'au vu de tes travaux, qu'il y aura un phénomène de sélection naturelle qui fait que les entreprises qui auront bifurqué vont pouvoir survivre et pas les autres. Et je me demandais si elles ne l'étaient pas, quelles étaient les prévisions si justement il n'y avait pas cette bifurcation. Et j'avais juste une deuxième question. Tu l'as un petit peu abordé sur est-ce que sur les phénomènes qu'on assiste actuellement, sur ce qu'on appelle ubérisation, si tu le considères comme un symptôme ou une conséquence de cette crise. Merci beaucoup. Oui, alors brièvement, je pense pas qu'il y aura de sélection naturelle qui va éliminer les entreprises prédatrices du travail et de la nature, euh, et, euh, et faire triompher les entreprises vertueuses. Je crois pas du tout à ça, parce que
tout simplement parce que dans le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, c'est le taux de profit qui est le critère qui élimine ou qui fait triompher, qui fait survivre les entreprises. Et comme je l'ai dit, le système, euh, le système de management actuel est encore capable de délivrer des taux de profit relativement élevés, même si c'est largement artificiel. J'ai évoqué la question de la création monétaire, hein, qui joue un rôle tout à fait fondamental dans l'alimentation notamment des bulles sur les marchés financiers. Bon, il y aurait toute une analyse à faire sur les conditions macroéconomiques de cette rentabilité, mais malgré tout, aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Alors peut-être une crise systémique majeure pourrait amener à, à rediscuter, à remettre en question les principes à la fois de la mondialisation telle qu'elle s'est développée jusqu'à présent, mondialisation qui est en crise, hein, qui connaît une certaine érosion, bon, avec la montée du protectionnisme, etc. Mais bon, ça peut-être une crise majeure pourrait amener des remises en cause beaucoup plus fondamentales, y compris sur la gouvernance actionnariale, y compris sur les systèmes de management aujourd'hui prédominants. Et, mais ce ne sera pas une sélection naturelle progressive au fil de l'eau, quoi. Je pense que ce sera. Et ce qui est intéressant dans les initiatives qu'on développe notamment dans le bouquin, hein, que ce soit l'initiative syndicale ou les initiatives managériales autour de l'entreprise libérée, des coopératives, de l'économie des communs, c'est que toutes toutes ces initiatives de la société civile préparent des modèles alternatifs qui pourront éventuellement être candidats à la généralisation lorsque la société cherchera un successeur au modèle néolibéral actuel. Mais voilà, je ne pense pas que ça se fera progressivement par élimination darwinienne. Hmm. Alors, Isabelle nous pose une question. Ces initiatives syndicales sont-elles détaillées et où peut-on les trouver pour s'en inspirer? Oui, alors, bon, j'ai déjà un petit peu répondu à cette question, mais je vous renvoie vraiment au site de notre association, les Ateliers de Travail et Démocratie, où on a essayé de mettre un certain nombre d'expériences, de faire témoigner un certain nombre de militants syndicaux de leur expérience, de mettre aussi un certain nombre de textes de référence, dont les textes de Philippe Davzy, hein, qui joue un rôle très important dans cette réflexion. Voilà, donc je vous renvoie, pour plus de détails, je vous renvoie au site des Ateliers Travail et Démocratie. Et le mettrons sur notre Et Corentin avait une question sur l'ubérisation. Ah oui, alors, excuse-moi, oui. Non, non, non. L'ubérisation, c'est un petit peu la pointe extrême du phénomène que j'ai décrit de sous-traitance, d'individualisation, de décomposition des collectifs de travail et des garanties salariales. Donc on est dans un phénomène qui n'a, qui n'est pas nouveau au sens où voilà, ça ne fait que prolonger des tendances déjà existantes en s'appuyant encore sur les technologies euh, numériques, Internet, les plateformes, etc. Mais je dirais, il n'y a rien de nouveau de ce point de vue-là. C'est la radicalisation de tendances déjà à l'œuvre depuis une trentaine d'années. Autre question. Vous avez beaucoup parlé des nouvelles technologies. Comment peut-on, là aussi, si on veut trouver des modèles alternatifs, juguler en quelque sorte l'impact de ces nouvelles technologies qui ont tendance à atomiser, tayloriser? Oui, alors là, c'est une question évidemment très importante. Il y a un consensus chez les sociologues et les économistes qui s'occupent des questions d'innovation euh, pour dire qu'il n'y a pas de déterminisme technologique, c'est-à-dire que ce n'est pas les technologies
qui sont en elles-mêmes porteuses de modèles organisationnels, porteuses de formes de travail particulières, hein. Euh, on peut, par exemple, pour prendre l'exemple dont tout le monde parle en ce moment, l'intelligence artificielle, elle peut, selon le projet organisationnel sous-jacent, elle peut servir à accentuer encore les tendances actuelles, à la déqualification, au contrôle, à la mise en procédure et à la, voilà, à la radicalisation des tendances antérieures, ou bien elle peut tout à fait être utilisée pour enrichir le travail, pour délester les salariés de tâches répétitives et les aider à prendre des décisions plus informées dans leur travail. Et on a, alors ma collègue Coralie a fait une étude, notamment dans le secteur bancaire, hein, sur les algorithmes mis en place par les banques pour cadrer ou organiser le travail des conseillers bancaires selon le modèle économique et social de la banque, pour, pour prendre deux extrêmes, hein. Une banque en ligne, filiale d'un grand groupe financiarisé, va utiliser l'intelligence artificielle pour cadrer et finalement prendre les décisions à la place des opérateurs, et les opérateurs n'auront plus qu'à communiquer aux clients, enfin faire l'interface avec le client entre l'algorithme et le client. Et donc on a là des conditions de travail très pénibles, un turnover de plus de 100% par an, des salaires très bas, des très faibles qualifications des conseillers clientèle. Et à l'autre extrême, on va avoir une banque mutualiste qui va utiliser l'intelligence artificielle pour aider les conseillers à préparer leurs dossiers, à préparer les emails qu'ils vont envoyer à leurs clients, donc à étayer leurs décisions, mais pas du tout à les formater. Donc, à appuyer leur professionnalité plutôt que la réduire. Donc, vous voyez, et ça, c'est des choix des directions générales, hein, d'utiliser l'intelligence artificielle dans une finalité ou dans l'autre. Donc, c'est le Et donc, reflet des principes d'organisation. la question clé, là, c'est vraiment la question du contrôle social sur l'innovation technologique. Dans quelle mesure les organisations syndicales, les salariés et leurs représentants vont avoir leur mot à dire sur la manière dont les systèmes d'IA, par exemple, vont être implantés ou pas. Et on, on voit bien, enfin, dans les cas qu'on peut déjà documenter, que dans la plupart des cas, les salariés et les organisations et les élus n'ont pas leur mot à dire. Il n'y a pas de consultation significative lors de la mise en place des algorithmes, et ça aboutit le plus souvent à une perte de professionnalisme, à un sentiment de perte de sens du travail. Vous avez évoqué le travail réel. Et ça, en tant qu'ergonome, j'y suis depuis longtemps. Et aujourd'hui, malheureusement, est-ce que l'analyse, la conception du travail réel est-elle observée? La conception pardon, j'ai pas compris votre dernière fois. La conception et l'analyse du travail réel par une observation est-elle mise en place? Euh, bah, bien trop peu, hein. Voilà, Oui, le grand problème, vous le savez, hein, c'est l'ignorance dans laquelle sont les décideurs, notamment en matière d'organisation du travail, leur ignorance quasi totale du travail réel, hein. mm, Euh, alors, Marianne Dujarier a très bien documenté ça dans son bouquin oui. sur le management désincarné. Les concepteurs des systèmes d'organisation planent, comme elle dit, très, très, très loin au-dessus du travail réel, et ne s'intéressent absolument pas au retour d'expérience que les salariés pourraient apporter par rapport à ces systèmes d'organisation. Et on est trop souvent dans des,
voilà, des systèmes imposés d'en haut, sans participation des salariés. Et voilà, l'étude que j'ai évoquée tout à l'heure montre à quel point c'est nocif pour à Oui. la fois le sens du travail, la santé, l'engagement, etc. Merci Thomas, parce que c'est un élément fondamental de l'observation du travail et de comprendre les pénibilités, les difficultés et malheureusement aussi où les gens ne font plus rien et s'ennuient. Mm. Sauf que ce n'est pas comptabilisé, ou ce n'est pas, en tout cas pas comptabilisé dans les mêmes, je Mm. dirais, dans les mêmes cases. Et donc l'impact sur les décideurs de ces effets n'est pas ressenti, ou à peine. Mm. Alors en même temps, les décideurs n'arrêtent pas de dire ah mais les gens veulent plus travailler, les jeunes veulent plus travailler, on n'arrive pas à recruter, l'absentéisme est devenu insupportable. Ouais, voilà, donc la Cour des comptes dit bah, il faut supprimer l'indemnisation des 10 premiers jours d'absence. Vous voyez, donc il faut, euh, il faut réduire les allocations chômage pour forcer les gens à aller travailler. Il faut réformer le RSA pour obliger les gens à aller travailler. Vous voyez. Donc, les décideurs voient bien qu'il y a une crise du consentement associant, Mm. mais les solutions qu'ils proposent, c'est de renforcer la coercition. Hein, c'est pas d'aller vers Oui. une amélioration du consentement. Donc on est vraiment dans un régime de plus en plus, je dirais, de plus en plus despotique. Hein. Toutes les réformes de la protection sociale ont renforcé le caractère despotique de ce régime de mobilisation. Et pour l'instant, il n'y a aucun signal euh, de la nécessité qu'il faudrait enfin, comme le PDG de la régie Renault, Monsieur Sénard, qui a du mérite d'essayer de faire d'avancer des perspectives un petit peu différentes, notamment à l'occasion des assises du travail, hein, avec un rapport des assises du travail qui n'était pas dans le déni de ces problèmes, mais il n'est pas du tout suivi par les instances patronales. Il a fait l'expérience chez Michelin, il me semble. Oui, oui, alors il faudrait rentrer un peu plus dans le détail, mais en tout cas, il a essayé quelque chose. Oui. Corentin, tu souhaites la parole et Catherine, Catherine. Ouais, Catherine. Une question, il y a les travailleurs, la perte de sens pour les travailleurs, mais il y a l'ignorance aussi, que je dirais de plus en plus folle vis-à-vis des usagers. On a tous l'expérience d'une manière ou d'une autre de relation avec ces grandes entreprises. Enfin, moi, je pense par exemple aux opérateurs Internet, etc. Quand on a des problèmes, on a ça devient il y a comment dire, une division du travail tellement importante que quand il y a un dysfonctionnement, ça prend beaucoup plus de temps et on est complètement perdu. Et je dirais les usagers aussi alourdis par les démarches administratives de plus en plus et procédurales à faire dès qu'on veut obtenir quelque chose. Euh, et il y a cet aspect-là. Et alors, évidemment, beaucoup plus ressenti dans des zones où les services publics n'existent plus et où les gens sont condamnés du jour au lendemain à devoir se servir des outils Internet. Et ça, ces conséquences-là, on les voit. Mais je ne sais pas comment relier euh, les questions telles qu'on les pose là avec celles aussi, enfin, travailleurs et aussi les usagers.
C'est en lien direct. Oui, tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai parlé tout à l'heure de socialisation des décisions, parce que il faut associer aux décisions sur le travail, il faut associer les usagers, les consommateurs, les usagers, dans les services publics en particulier, hein. Parce qu'évidemment, euh, ils sont les premiers concernés, enfin, ils sont tout aussi concernés que les travailleurs par les conséquences du travail. Donc, il est tout à fait évident que si on consultait les usagers, si les décideurs en matière de services publics consultaient les usagers sur les politiques de dématérialisation des services publics, ça se passerait pas comme ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas utile de dématérialiser un certain nombre de choses, mais pas de cette façon-là, quoi. Pas de façon en excluant les usagers non experts, et y compris d'ailleurs en rendant souvent les choses très difficiles, même aux usagers experts. Corentin, tu voulais prendre la parole? Oui, j'avais une question, mais je trouve que la question de Clémence dans le chat est bien meilleure, donc je vais lire celle-ci. Si cette Bon, demi-journée mensuelle de mots à dire était généralisée, par exemple, le 8 juillet prochain, quel type modèle de dialogue réglé sont actuellement sur l'étagère pour venir soutenir concrètement la mise en œuvre de ce mouvement de démocratisation dans le travail? Oui, alors malheureusement, le 8 juillet prochain, cette proposition n'est pas dans le programme, disons, n'est pas au programme. Donc voilà. Mais effectivement, et on peut penser qu'elle pourrait y venir. Et la question est excellente. Est-ce qu'on dispose aujourd'hui de modèles de dialogue réglé qui permettraient de mettre en musique ce mot à dire? Euh, alors, on n'a pas de one best way, évidemment, hein, on n'a pas de. Enfin, et c'est même pas souhaitable, hein, bien sûr. Mais effectivement, on a un certain nombre d'expériences euh, qui, euh, qui, euh, qui existent, dont on est en train d'essayer de faire un bilan, donc dans l'étude que j'évoquais tout à l'heure. Euh, et on a les travaux menés par exemple, l'équipe d'Yves Clos, qui a mené un certain nombre d'expériences et abouti à certaines préconisations par rapport à ces questions. Mais il y a des controverses, hein, entre chercheurs, entre syndicalistes sur voilà, quels sont les bons réglages. Par exemple, sur cette question que j'évoquais tout à l'heure de la présence du management dans la première phase de délibération sur le travail, il n'y a pas de consensus, ou sur la présence ou sur l'animation par des élus du personnel, il n'y a pas non plus de consensus. Par exemple, Yves Clos ne trouve pas que ce soit une bonne idée. Vous voyez, donc là, il y a vraiment besoin de développer la discussion, de développer la confrontation. Euh, c'est actuellement euh, pas assez le cas, hein. Mm. Alors, à l'IRES, on a mis en place, avec les organisations syndicales, un séminaire. C'est un séminaire fermé, qui n'est pas public, mais dans lequel on a commencé à discuter de ces questions-là avec des chercheurs et des représentants des organisations syndicales pour faire un peu justement le bilan de son expérience, le bilan des controverses qui existent dans les milieux de la prévention, dans les milieux syndicaux sur ces questions-là. Donc voilà, c'est work in très bien. progress, je dirais. Oui, oui, oui. Il y a tout un travail. Et Sur- évidemment, l'ITMD pourrait jouer un rôle intéressant Oui, oui, je pense à, aussi, oui. à mettre en discussion ces expériences. Et nous allons les faire avancer, bien sûr. Oui, on peut tout à fait mettre en lumière ces expériences. L'ITMD est un lieu de controverse aussi, ou en tout cas un espace de controverse. Donc, et par la controverse, on peut faire progresser les idées. Donc, c'est tout à fait une piste de travail. Mais Moi, j'ai une écoutez, question. Non, pardon. Je ne sais pas s'il y a d'autres allez, questions. Moi, j'en ai une. Si on a beaucoup parlé des organisations syndicales, un peu du management, mais je me pose la question alors, de la compréhension de la dimension travail réel à prendre en compte
de la formation des élites ou de la formation à HEC, à Polytechnique, voilà, des futurs dirigeants de nos entreprises sur ces questions-là. Oui, malheureusement, il n'y a pas beaucoup ces questions pénètrent assez peu dans les écoles de management. Vous savez que l'ANACT a fait toute une campagne de conviction auprès des responsables des écoles de management pour les convaincre d'intégrer ces dimensions dans les cursus des écoles de management. Certaines l'ont fait, mais en nombre quand même très limité. Oui, c'est vrai que moi j'ai mon fils là qui est dans une école d'ingénieur depuis 2 ans et il fait des stages en usine mais il a jamais entendu parler de travail réel, voilà, de, euh, de la distinction entre travail prescrit, travail réel, la question de l'opacité du travail pour les managers, c'est quelque chose voilà, qui échappe complètement à- qui est hors champ, disons, de l'enseignement dans les Mm, écoles mm, d'ingénieurs et de managers. mm. Mhm. Il y a peut-être mettre le pied dans la porte d'une manière ou d'une autre un jour. Mm. Peut-être en formation continue, je ne sais rien. En tout cas, Voilà. l'ANACT s'y efforce, mais Oui, pas, pas assez de succès, me semble-t-il. Absolument. Eh bien, écoutez, on va pouvoir clore. merci. Merci, Oui, vraiment merci pour cet éclairage. absolument. On peut utiliser un pléonasme, éclairage absolument lumineux. Et voilà, qui nous fait réfléchir, qui montre que le travail est vraiment une question politique. Et Merci à donc, vous, merci de l'invitation et de la discussion. Oui, oui, oui. Thomas, Et à poursuivre, et à poursuivre. absolument. Donc, vous retrouverez ce masterclass sur le site YouTube et TMZ et vous pourrez le revoir ou le partager. Oui. Je vous Et on Merci fera beaucoup. une prochaine masterclass à la rentrée. à la rentrée. Et ben, Merci vraiment. Merci à tous. merci à tous. Merci à vous, bonne Merci soirée. beaucoup trop. Merci vraiment. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.